Ok, c'est parti. Alors, je prends le logiciel, je me mets face caméra. Attention, les amis. Non, pas du tout. C'était pas ça. Celle-là, c'est la bonne. Je coupe ça. C'est parti. Attention, ça va aller très très vite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo particulière parce que premièrement, je ne suis pas seul. Il y a un invité qui va nous aider, qui va nous fournir des bases techniques nécessaires pour faire un bon tutoriel et pour vous apprendre les bases. Et je dis bien les bases de l'analyse technique. On va partir d'une courbe, on va définir et configurer des indicateurs et on va vous permettre de comprendre. En réalité, on va même me permettre de comprendre puisque c'est une personne qui est avec moi, qui va m'expliquer réellement comment configurer et je vais poser les questions les plus barbares et cette personne va devoir malgré tout m'aider à configurer comme si j'étais moi-même le débutant qui faisait ce tutoriel et à la fin, on devrait avoir une courbe avec des indicateurs bien configurés et on devrait être capable de dégager quelques tendances, de comprendre comment ça fonctionne, l'analyse technique. Et comme vous le savez, je me base beaucoup sur l'analyse fondamentale d'un projet. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est utile? Comment ça fonctionne? Eh bien, quand on couple l'analyse fondamentale d'un projet à une analyse technique qui dit c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est ce niveau-là qu'il faut vérifier, ça c'est une résistance importante pour le projet et pour son prix, eh bien les deux cumulés sont très efficaces et ça permet réellement d'optimiser ses profits en plein bull run. Est-ce que tu es là, Cryptomatrix? Yes, salut, content d'être là. Alors, bah tu sais quoi, comme on est du coup, et qu'on va reprendre, on va profiter de ce live pour faire du coup la base de ce qui va être sur ma chaîne YouTube, est-ce que tu peux, en 30 secondes, attention, te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Cryptomatrix dans l'écosystème depuis 2 ans à peu près, du coup sur YouTube essentiellement après avoir début 2019 lancé un média écrit, cryptomatrix.fr. Du coup par la suite je me suis lancé sur les vidéos et ça n'a pas trop mal marché. On approche désormais les 80 000 abonnés sur YouTube et sur laquelle, du coup, depuis quasiment 2 ans à présent, ça fera 2 ans en juillet-août 2021, j'anime une quotidienne. Donc, c'est du non-stop, 7 jours sur 7. Il n'y a pas eu un seul jour de off. Donc, voilà, c'est un sacré challenge. Et juste pour la petite information, il y a même un pari sur Augure sur le fait de si je vais tenir 365 jours consécutifs de plus par rapport à l'an dernier. Donc, voilà. Et tu vas le tenir ou pas? Franchement, je sais pas, parce que je me pose souvent la question Je vais de... mourir d'un AVC, Owen. Si je continue, je vais mourir d'un AVC. Non, franchement, t'as un Ouais, rythme c'est un peu énorme. ça, ouais. Et c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Le problème, c'est qu'avec toutes le problème, oui et non, le boulot qu'on s'est mis, les entreprises qu'on a et tout, je ne peux plus faire que du YouTube et j'aurais aimé. Et tu fais ça très bien. Je regarde moi-même ton contenu pour être à jour. Et des fois, ça me sert de synthèse quand j'ai besoin de prendre la parole sur un sujet. Donc c'est un plaisir. Tu as déjà très souvent des invités. Tu as également une chaîne Twitch. Exact. Exact, et on approche les 20 000, je crois, du côté de Twitch. Donc, c'est assez conséquent. On fait un live le lundi à 21 h. Et tu en rediffuses très semaine, souvent. En plus, tu ouais. rediffuses très souvent mes lives, donc merci beaucoup. C'est vrai que je t'ai jamais remercié pour ça. Et ça m'apporte pas mal de flux, donc un plaisir. Donc, déjà, qu'est-ce que tu utilises comme base? Je présume qu'il faut... J'ouvre mon navigateur. Alors, déjà, ouais, la base, l'outil qui est le plus utilisé, je pense, à ce jour par beaucoup de francophones, c'est TradingView. Donc, c'est un outil de chartisme qui va permettre à la fois de faire du basique, mais aussi du très poussé. Et c'est un outil qui, de base, est gratuit. Donc, il n'y a pas que celui-ci, et on y viendra juste après, tout à l'heure. Mais c'est, à mon sens, à ce jour, le plus complet et qui permet de voir à la fois tout ce qui est marché ordinaire, c'est-à-dire les actions, métaux précieux, le forex. Vraiment, c'est un all-in-one. Et bien évidemment, depuis quelques années, les crypto-monnaies. Ok. Alors, jusque-là, pour l'instant, je t'avoue de suivre. Je vais chercher la paire. Généralement, tu conseilles quoi? Je présume que c'est Bitcoin USD pour faire un bon exemple. Ouais, tout à fait, Bitcoin USD, et si possible, comme il va y en avoir beaucoup qui vont être affichés, avec un gros exchange de type Binance, Bitstamp, Bitfinex, voilà, Ok, bah les écoute, plus gros. je vais prendre Binance. Comme ça, on est sur un classique. Je suis connecté, hein, vous pouvez vous créer un compte gratuit. Et puis à ce moment-là, je présume qu'on part sur le graphique complet. Ouais, donc là,
quand on arrive sur le tout premier graphique et toi, du coup, ben, tu as encore des indicateurs qui sont affichés là, mais normalement, voilà, on a la base comme ceci. De base, vous allez avoir l'affichage qui est en linéaire comme on l'a eu sur le premier écran. Donc, d'accord, tu parles de la courbe du coup. C'est Oui, celle-là. c'est ça, la C'est courbe, celle-là ouais. la base. Donc, de base, elle va être en ligne. Donc ça, déjà, bah, ça peut vous donner l'indication d'une tendance. Vous pouvez voir à l'écran que votre ligne, actuellement, malgré les accidents de parcours, là, sur le Bitcoin, bah, elle monte au travers du temps. Donc, on peut parler déjà de tendance, c'est-à-dire tendance primaire, qui est une tendance haussière, résolument haussière, là, sur le Bitcoin. Donc, on manque un peu d'historique, du coup, comme c'est le Binance, on ne peut pas remonter à quasiment le début. Mais voilà, c'est pas bien grave. On peut constater que dans tous les cas, on est sur une tendance haussière. Donc, ça, c'est le réglage de base. Hein, c'est le linéaire où vous n'avez pas plus d'indications qu'une courbe qui vous donne le prix, tout simplement. Comme un peu une moyenne mobile, mais on y viendra aussi tout à l'heure. Je passe du coup sur les bougies. Alors, oui, c'est ça. Donc ça donne plus d'informations. Enfin, globalement, si je dis... Alors, je vais essayer de faire l'exposé, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Fais-toi plaisir. Quand la bougie est rouge, c'est qu'entre le... Enfin, alors déjà, il y a des unités de temps. Là, actuellement, on est sur une bougie par jour. Ça va dépendre du coup de l'échelle de temps. Ok, jusque-là, on est bon. Donc ça, c'est très important. En haut à gauche de l'écran, vous avez un D qui est marqué. Ça veut dire daily en anglais, journalier. Donc, c'est qu'on est réglé sur une bougie égale un jour. Et vous voyez sur le menu déroulant qu'on peut mettre jusqu'à 1 seconde et jusqu'à 1 mois, voire beaucoup plus selon le réglage qu'on veut. Donc, à chaque fois, c'est 1 pour 1 en fonction du réglage qu'on a fait. D'ailleurs, si j'ai bien compris, les indicateurs qu'on va régler, est-ce que tu as des indicateurs qui restent bien réglés même si tu changes l'unité de temps? Parce que je sais à peu près mettre des résistances, des supports en fonction de mon unité de temps, mais forcément, si tu dézoomes et que tu passes de 1 jour à 1 semaine, c'est plus bon ou il faut le recalibrer? Ben, le truc, c'est que les bougies vont pas avoir le même corps ou la même clôture, voire la même mèche sur une même bougie, justement si tu l'as passé en journalier ou en hebdomadaire. Donc, tu peux avoir des supports et des résistances qui vont être hebdomadaires, qui ne seront pas les mêmes, effectivement, que ceux journaliers. Ça, c'est tout à fait vrai. Ouais. Et là, pour travailler, je me mets en quel ordre de grandeur? Qu'est-ce qui t'arrange pour l'exercice d'aujourd'hui? En journalier, pour commencer, c'est très bien. Et j'en profite également pour donner un tips aux débutants immédiatement. Concentrez-vous au début sur les échelles de temps à minima journalières, voire hebdomadaires. Ça vous donnera une image de fond qui est beaucoup moins bruyante que si vous faites du 1 heure, du 4 heures, etc. D'accord. Juste avant de continuer l'exposé sur les chandelles, je vois pas mal de gens qui demandent à mettre le chat en mode nuit. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous pouvez saisir le mot pour ou le mot contre et en fonction de ce que vous allez répondre. Si vous êtes pour, on passe en mode nuit. Je ne sais pas si vous allez mieux voir. Pour. D'accord, je pense que c'est unanime. D'accord, ça l'est. On passe en mode nuit du coup. C'est la night. Hop, voilà. Est-ce que c'est mieux? Si là vous dites non, je suis désolé, mais je peux rien faire de plus pour vous, les amis. On va se contenter de ça. Ok, du coup, je continue l'exposé. Une chandelle, quand elle est verte, c'est qu'entre le début et la fin de l'unité de temps, donc là en l'occurrence une journée, eh bien à la fin de la journée, on était au-dessus qu'au début, quand on a commencé la chandelle. Oui. Donc quand elle est rouge, c'est qu'on a baissé. Là, j'ai un truc où j'ai un doute. Comment on appelle la tige, c'est ça, de la chandelle? En fait, c'est la mèche. C'est le prix qui a été touché en l'état, là où tu as ton curseur, le plus bas de la journée sur une bougie rouge. Et en fait, au niveau du corps, là où clôture la bougie au niveau de son corps, c'est la clôture journalière, tout simplement. Ok. Donc quand on a commencé la journée, on était ici. Dans la journée, on est monté, on est descendu, mais on est descendu aussi bas que ce point-là. Et à la fin de la journée, donc à minuit, c'est-à-dire quand on est à minuit ou au moment où on est passé à la bougie d'après, on était ici. Ouais. Autour de 1 heure du matin. C'est en ce moment 1 heure et je crois qu'avec le changement d'heure, ça va être 2 heures du matin. Du coup, heure française qui permet de clôturer la bougie alors que le marché crypto ne clôture strictement jamais. C'est du 24-24, 7 jours sur 7. Il ne clôture strictement jamais. Mais on est bien obligé pour afficher des bougies d'avoir cette fameuse clôture journalière qui est très jouée par les marchés puisqu'on a souvent de la volatilité exacerbée autour de minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Certains ont dû le remarquer. Comment ça se fait qu'il y ait plus de volatilité? C'est des marchés, c'est l'Asie qui se réveille? C'est des traders en particulier? Ouais, la plupart du temps, c'est la session asiatique qui va durer jusqu'au petit matin. Et là, pareil, tu auras un spike de volatilité entre 5 heures et 7 heures du matin, heure française.
Donc, pareil, pour ceux qui font du scalping ou de l'intraday, ça peut avoir un intérêt. Et effectivement, tu vas avoir aussi en fin de journée et autour de 15h30, quand Wall Street ouvre, bah, la session américaine qui est aussi les deux grandes forces qui régissent le marché crypto. Parce que l'Europe, on peut parler de la France ou de l'Europe, mais c'est tout petit à ce jour comparativement à la force de frappe au niveau du marché crypto de l'Asie et des États-Unis. Ok, très clair. Donc bon, l'avantage avec les chandelles, c'est que ça donne plus de visibilité qu'une simple courbe. Et c'est vrai que généralement, depuis le moment où je l'ai compris, j'utilise que ça, hein, globalement. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'il n'y a eu aucun mouvement et que le point est au même endroit au début de la journée ou à la fin. Sauf que si dans la journée ça a swingé à la hausse et à la baisse, c'est important de le savoir aussi. Avant de passer aux indicateurs, est-ce qu'on ferait pas une petite base, mais vraiment une petite base sur un support, une résistance? Est-ce que je t'en trace une? Ouais, bah vas-y, essaie déjà, toi, de tout seul, d'en détecter une pour voir Mais si. tu sais très bien que je vais faire n'importe quoi, c'est pas juste. Ok. Alors, c'est vrai que de base, on aurait tendance. Alors, le support, c'est ce qu'il y a en bas, ça pour le coup, il n'y a pas de secret. Je Déjà, prends un simple outil, hein. je pense que pour t'orienter, tu peux travailler en tant que résistance autour des fameux 20 000 $ qui ont été franchis pour lancer ce bull run. Ça te donnera un bon point de départ. D'accord. Donc, en gros, je partirai du moment où la résistance a été brisée autour des 20 000. Ouais, Donc, je dézoome un petit peu. Autour des 20 000, c'est à ce moment-là. Donc, elle était là, la résistance. Ce serait le point de départ, ce serait ici? ouais. Et en Ok. fait, juste là où tu as ton curseur, là, Ok. bah, tu as une énorme résistance. D'accord. Ok, donc je prends mon premier point. Donc, je prends avec cet outil, hein. Enfin, peu importe, je présume, ça, c'est pas très Oui, tu important. peux mettre un trait ou ouais, une droite, c'est pas mal. Tu traces un trait. Ok. Et après, je monte et je vais essayer de. Je présume. Alors, après, ce que je sais, c'est que des fois, on peut descendre un peu en dessous d'une résistance, même quand on Alors dit et repartir ça au-dessus, c'est non? ouais, non, ça c'est une trend en fait que tu es en train de tracer, c'est-à-dire c'est l'inverse, c'est le D'accord. support. La résistance, ce serait. Ok, donc si je mettais un point, ce serait vraiment tout droit, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Là, tu le mets droit et en fait, tu le traces juste au-dessus, tu le lèves encore un peu, juste au-dessus des 20 000 $ ou entre 19 et 20 000, voilà. Ok, on va dire, voilà, il est parti du moment où ça a cassé, la chandelle a cassé C'est ce ça, support-là. exactement. Et Et en fait, on peut. c'était le top de 2017. C'est pour ça que c'est une valeur importante? C'est ça. En fait, c'est une résistance qui a été très travaillée puisque tu peux voir qu'on est resté juste en dessous pendant approximativement tout le mois de décembre, je crois, au D'accord. niveau de la dernière consolidation. Et une fois vraiment qu'on a cassé ce pivot, cette résistance des 20 000 $, bah, c'est parti comme une fusée derrière. D'accord. Donc, Et aussi, du coup, parce qu'en 2017, je présume que le top, là, on le voit pas parce qu'on est sur Binance, tu l'as dit tout à l'heure, mais on était monté jusqu'à 20 000 $, donc c'était le plafond de verre que le Bitcoin n'avait jamais brisé, en fait. ouais, exactement. C'est ça. C'est ce qu'on appelle Ok. all-time high, ATH. ATH. Donc, voilà, c'est le terme technique. Ok. Très très clair, on est bon. Je sais- Ok, donc là j'en ai mis une. Ensuite, du coup, alors là par contre, je vais pas te mentir. Les autres zones de résistance, comment tu peux les dessiner ici? Parce que la tendance, ça se fait, deux trois points minimum, deux trois points maximal, mais je serais incapable d'en mettre d'autres ici, quoi. Les points où ça Ben, rebondit plusieurs fois sans briser, ouais, non, en peut-être fait, ici, là, tu soulèves un point qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on part en bull run, vu qu'on n'a plus de plafond. de plafond et de référentiel de prix, on va plus pouvoir déterminer à l'avance ni quels seront les points hauts, ni quels seront les points bas. Et pourtant, là, bah, tu peux voir de ce que tu as affiché à l'écran qu'on a quand même eu un support qui s'est dessiné lors de la première correction. Donc, je t'invite à passer ton curseur autour de, c'était quoi, 41 000, le premier pic, un peu Ouais. plus à gauche. 41K, ce serait ici, ouais. C'est ici qu'il y a eu une nouvelle, ça s'est nouveau brisé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as de nouveau une résistance. On voit que ça a fait reculer le cours jusqu'à, c'était combien, la première autour de 28 000, un truc comme ça, C'est là où il y a les ça. mèches en bas. Ouais. On est redescendu jusqu'à. Alors attends, celle-là, on est redescendu à 38 000 $. Encore plus bas, c'est-à-dire tout en bas, là Ah, où il y a pardon, ok, les. ici. Ouais, là, voilà, là. Ça marche. Et je la place du coup à Ben l'horizontale. là, tu sais que tu as un support ce coup-ci, c'est-à-dire Ok. que tu as la liquidité qui a été absorbée par le marché, c'est la zone de demande, c'est la zone des acheteurs, Ok. où ils se sont dit, OK, sur la zone de prix autour de 26-28 000, on est intéressé pour acheter, tout simplement. Et en fait, d'un point de vue chartiste, avec les bougies,
tu as la retranscription de la psychologie du marché à cet instant T qui, au moment où on arrive à 42 000 dollars, n'est plus intéressé pour continuer d'acheter à 42 000 dollars. Ok. Donc, on commence à faire des bougies rouges. Et une fois, par contre, qu'on revient sur la liquidité des acheteurs à 28 000 dollars, là, tout le monde est d'accord pour dire, ben voilà, on a assez laissé retracer le cours, on paye le support. Et là, c'est un support qui est un support en devenir, tout simplement, puisque, comme on vient de le dire à l'instant, on n'avait plus de référentiel de hausse depuis le franchissement des 20 000 dollars. D'accord. Et du coup, je présume que c'est à ce moment-là qu'il y a ceux qui, en voyant le Bitcoin à 40 000 dollars, se sont dit, allez, j'y crois pas, un Bitcoin à ce prix-là, j'y crois plus. Là, on liquide en fait, le marché respire, tous ceux qui n'y croient plus vendent, ceux qui veulent et qui pensent que ça peut aller plus haut, donc ceux qui vont chercher, on va dire, la prochaine résistance et le niveau d'après, ils profitent de ces moments-là pour rentrer. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, comme on le dit souvent, n'achetez pas quand c'est vert et quand on a empilé des dizaines de bougies vertes. On achète bien évidemment, et ça n'est pas un conseil en investissement, c'est du bon sens, quand les bougies sont rouges et quand on a des gros retracements, bien évidemment. Ok, très clair. Écoute, j'en mets une de plus. Ouais, fais-toi plaisir. Alors ouais, alors du coup, bah alors là je peux également. Ça c'est un support. Il faudrait que je le change de couleur parce que celle d'en bas c'était. Et je présume qu'il y a un moment quand tu brises un nouveau plafond et que les gens, celui-là en fait, il est redevenu en plus d'être pardon, c'est une résistance qui quand elle a été brisée est devenue un support du coup. Exactement, D'accord. exactement. C'est tout à fait vrai. Et là, on manque un peu d'historique sur le Bitcoin, mais c'est encore plus vrai sur des marchés comme l'or ou comme les actions qui ont des dizaines d'années de vie et du coup de chartisme. Tu vas pouvoir te baser sur des échelles de temps comme ça qui vont te donner des supports et des résistances, parfois sur une décennie, par exemple. D'accord. Ah oui. Ok, donc c'est des résistances qui sont très fortes. Et du coup, là, je présume que on pourrait dire, si on descend en dessous des 42 000 dollars, et si on les brise bien, qu'on revient vers les 37-38 000 dollars, on pourrait dire qu'il y a un changement de tendance et qu'on pourrait sortir de ce bull run. Exactement, c'est exactement ça. Là, on est dans une tendance primaire qui est haussière. Donc, en fait, à chaque retracement, on ne fait pas un point bas qui est plus bas que le précédent. On continue d'empiler des nouveaux points hauts qui sont de plus en plus hauts, des points bas qui sont plus hauts que les précédents. Tendance haussière, tout simplement. Ok. Le jour où on va avoir le cours qui va revenir durablement sous les 40 000 dollars pour aller à 30 000 ou que sais-je en bear market, là, on perd plus de 50% par rapport au top, par exemple, des 60-62 000. On rentre dans un marché baissier, on change la polarité du marché. On n'est D'accord. plus dans une trend ascendante, on est à court terme dans une trend qui est baissière. Ok. Là, je vois une question dans le chat. Est-ce qu'on doit prendre en compte les mèches pour la définition de soit des tendances, soit des résistances et des supports? Et si je dis pas de bêtises, CM, oui, il faut les prendre. Ben, les mèches, de toute façon, ça va te donner une indication de là où a borné le marché dans la journée, c'est-à-dire là où le marché a dit stop à la hausse et là où le marché a dit stop à la baisse. Donc ouais. Donc, bien évidemment que c'est très important. Après, si tu as envie d'avoir un peu moins de bruit, tu peux même ne pas afficher les mèches et faire du chartisme sans mèches, etc. Mais à mon sens, c'est dommage de s'en priver puisque on a quand même sur des mèches très importantes parfois des informations qui vont te donner le plus gros justement de l'information pour plus tard. Donc oui, les mèches sont quand même très importantes. On va rentrer dans le plus dur, là, jusque-là, ça va. Est-ce qu'on mettrait pas une petite tendance? Bah, la tendance, c'est ce que tu avais tracé en fait tout à Tout à l'heure. fait. Tu peux mettre une ligne qui prend tous les points les plus bas Ok. et pour constater que oui, on est dans tous les cas dans une tendance haussière. Donc là, par exemple, comme tu l'as vu tout à l'heure, on n'est pas forcément super bien aligné, mais en gros, Ouais. ça donne quand même que, enfin voilà, ça On donne peut briser quelques mèches. Alors attends, déjà, je vais changer la couleur pour les tendances. Ça peut être intéressant de changer la couleur. Parfait. ça s'appelle en anglais une trend line, c'est-à-dire on est sur une ligne continue avec au moins 3 points de contact pour avoir une trend qui est valide Ok. et voilà, qui Donc permet il faut derrière de... 3 points de contact, c'est un bout de mèche, on est d'accord. Ouais, tu peux prendre les mèches, comme je te disais tout à l'heure, tu peux aussi faire abstraction des mèches, prendre que des corps de bougie, mais il faut choisir soit l'un, soit l'autre et pas s'arranger à essayer de coller d'un côté les corps et de l'autre les mèches. Et voilà, c'est Alors j'ai aussi une le question piège. pratique, monsieur le professeur. J'en ai que deux là des points de contact. Je pourrais en avoir un troisième en considérant celui-là, mais qui pour moi n'a pas été tapé, on va dire, cette tendance. Mais tu vois, là j'en ai que deux. Et Oui, pourtant, mais enfin, grossièrement, le truc, c'est que tu es aussi en échelle de temps non ouais. logarithmique, si je dis pas de bêtises. Alors Euh, attends, doucement.
Ça, j'en ai entendu parler, ça c'est important. C'est en bas qu'on le définit. Je peux Ouais. passer en logarithmique. C'est quoi la différence entre les deux? Bah, en fait, l'échelle logarithmique, déjà, tu le vois au moment où tu l'enclenches, ça va un peu plus, comment dire, d'un point de vue visuel, écarter le cours, si je peux dire ainsi. Et d'un point de vue mathématique pur, c'est une progression plutôt géométrique, plutôt que purement arithmétique, en fait. D'accord. Donc, tu as d'un côté Ouais, le c'est les côté. abscisses et les ordonnées qui sont changées en fait pour que ce Oui. soit. Ok. Et en fait, le truc, c'est que le logarithmique va te permettre aussi, quand on est sur un actif comme ça, avec beaucoup de volatilité et beaucoup de mouvements à la hausse ou à la baisse, d'avoir quelque chose qui est plus raisonnable une fois que tu l'as affiché à l'écran et de ne pas avoir, par exemple, comme quand on a un bull run comme ceci et que tu dézoomes un peu, une espèce de mèche énorme, par exemple, quand tu vas passer en hebdo ou en mensuel qui Ok. ressemble à rien, alors qu'en logarithmique, tu vas pouvoir constater qu'elle ne représente pas tant que ça, par exemple. Ça marche. Est-ce qu'on peut. Alors là, du coup, pour le niveau bas, ça a été assez simple. Pour le niveau haut, ça va être un petit peu plus compliqué parce que j'ai 2 points. Mais en fait, c'est comme si. Là, c'est vraiment l'emballement. Mais après, ça. Par exemple, ici, on aurait l'impression que la troisième hausse. Là, il y a première vague, deuxième vague, troisième. On a l'impression qu'elle s'est essoufflée. Comme si les gens s'attendaient. Comme si là, il y avait eu un vrai combat entre ceux qui s'attendaient à avoir un bitcoin à 75, 80 000 et ceux qui se sont dit non, c'est de la folie, c'est peut-être le moment de sortir. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est un canal qui est pas mal surveillé, ça, en ce moment, puisqu'on peut constater à cette occasion que si vraiment on casse les fameux 50 000 $ qu'on a tenus cette semaine, bah, ça ouvre potentiellement la porte à aller revisiter le petit support que tu as très bien tracé autour de 42 000 $, si je dis pas de bêtises, qui constitue l'ancien point haut. D'accord. Donc voilà, on est quand même sur une tendance haussière qui s'est pas mal essoufflée autour des 60 000 $. On l'a très bien Ok. ressenti au cours de ce mois de mars et ça permet aussi de prendre son temps, de respirer et derrière de potentiellement continuer ce bull run puisque si on était parti toujours trop vite, toujours trop fort, c'est toujours le drame qui intervient derrière. Et donc je présume, si je dis pas de bêtises, que le 25 et 26 mars au soir, donc ici, toi t'étais pas bien quoi. Ah bah clairement, ouais, tu n'arrêtais pas de faire des statuts sur Twitter en disant si là ça lâche, on n'est pas bien. Ouais, Et oui. au final, on a été sauvé par le gong, quoi. Ok. Et ça arrive malgré tout qu'après un petit rebond, bah, ça brise. Enfin, c'est pour ça qu'en réalité, je présume que c'est qu'une question de tendance. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que c'est jamais un oui ou non l'analyse technique, puisqu'on ne peut pas savoir. Hein. Pour le coup, il y a que la boule de cristal qui est parfaite là-dessus. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Par contre, ça permet à un instant T de dire voilà, là, à l'heure actuelle, je parierais 75% de chances que ça continue à la hausse, 25%, et en fonction de comment évolue la courbe, tu peux dire voilà, par contre maintenant on vient de briser une nouvelle résistance, là j'ai moins confiance qu'avant. Tout comme à ce moment-là, au moment où le mouvement s'est un petit peu affaissé, tu sais qu'on va aller chercher du coup le point le 25 ou le 26 et que c'est cette date-là qu'il va falloir guetter parce que si on brise ce niveau et qu'ensuite on va aller chercher les 41 000, ben c'est comme des checkpoints que tu vas perdre en fait. Et tu peux t'enfoncer et perdre encore plus vite et ça permet de détecter la fin d'un bull run ça en fait. Ça permet de détecter un bull run, mais attention parce que le début de la fin d'un bull run va ressembler à une énième correction lambda. En fait, le moment où tu vas perdre plus que moins 30, moins 40% et que ça n'est plus un simple retracement, ben malheureusement, tu t'en aperçois quand c'est déjà trop tard. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, oui, les supports, effectivement, nous donnent une indication, mais le jour où on est à 100 000 $, si on retrace à 70 ou à 60 000, est-ce que ça voudra dire qu'on est en fin de bull run ou est-ce que ça voudra dire qu'on consolide pour aller à 150 000? Ok. Tu vois le truc? Et à ce moment-là, on va replacer totalement mes deux grosses, mes deux droites, mes deux tendances violettes, parce qu'en réalité, on pourrait venir taper ici. D'accord, ok. Comme si en fait, on allait faire un rebond, pourquoi pas, vers les 28, pour aller taper Ouais. ensuite un vrai 150. Mais en réalité, c'est drôle, parce qu'on dirait, comme un ressort, on dirait qu'en fait, il se recharge. Quand il est trop tiré, il prend son temps. Et du coup, je comprends mieux le fait que quand on dit, bon, c'est normal que ça monte pas trop vite, ça permet vraiment également de mettre à jour la psychologie et la moralité du marché. Parce que mine de rien, quand tu as vu un Bitcoin qui en 3 jours a fait x2, t'as ce côté excitation, c'est dangereux. Alors que quand tu vois le Bitcoin qui pendant 4-5 mois se stabilise autour d'un prix, à tout moment, il peut reprendre un effort et il peut repartir aller taper les sphères au-dessus, quoi. Ouais, totalement. Et ça permet, bah, du coup, au passage, si jamais le cours commence à casser tous les supports,
de te dire, ouais, là, ça pue vraiment, on empile des grosses, grosses bougies rouges, on a du volume qui vient derrière, et en règle générale, voilà, c'est là où ça commence à sentir le roussi, quoi. Ok, ce qu'on appelle une zone de rechargement, donc le moment où c'est bien de racheter un petit peu pour renforcer sa quantité, je présume que ça va être quand on voit qu'on a une résistance qui a bien marché, donc on ne l'a pas brisé, on a rebondi au-dessus, vers ici, c'est potentiellement le bon moment de racheter du coup. Quand on voit qu'on a, soit qu'on l'a brisé, parce que je présume qu'à l'achat, le moment où on a brisé le top de 2017, c'est le moment ici où beaucoup de gens ont acheté. Clairement, c'est Ok. clair. Et le fait C'est que ça. tout le monde regarde ces niveaux, comme tout le monde sait que les gens regardent ces niveaux, quand on a brisé les 20 000 dollars, non seulement les gens et les analystes techniques ont acheté, mais il y a également le côté, bon ben, non seulement moi j'achète, mais je sais que tout le monde regardait ce niveau et que si on brisait cette limite, on allait acheter. Et du coup, ça crée un mouvement d'emballement. Au final, il y a également un peu de vérité qui vient du fait que comme tout le monde y croit, comme tout le monde regarde, ben, ça devient vrai. Ouais, c'est tout à fait ça. Et je dirais même plus, il faut se méfier des résistances autant que des supports, puisque comme tu viens très justement de le dire, tout le monde a les yeux dessus. Et en fait, qu'est-ce que font les professionnels? Qu'est-ce que font les market makers? Ils savent exactement où sont positionnés le plus de liquidités, à la fois des acheteurs, à la fois des vendeurs. Et la plupart du temps, ça va venir nettoyer soit sous ta zone de support pour repartir de plus belle derrière. Et toi, tu es D'accord. dégoûté parce que tu pensais que ça allait encore plus baisser. Ou alors, ça va faire l'inverse, ça va faire une fausse sortie, ça va retracer comme depuis les 62 000 pour mieux repartir aussi ensuite. Donc, il faut faire attention, c'est un sacré jeu du chat et de la souris souvent. Et évidemment, le chat, c'est toujours celui qui a le plus de moyens. Et ouais, parce que du coup, si tout le monde regarde le niveau 222, à 221, tout le monde commence à vendre. Et en fait, il y a un mec qui s'est positionné ici et qui se place à 218 pour, en gros, sa zone de rachat. Il va la mettre un peu plus bas pour profiter de tous les fuyards qui quittent le jeu, quoi. Exactement, Ok, exactement. C'est un piège, hein, ni plus ni moins, hein. très clair, c'est un bon détail. Je pensais pas qu'on en dirait autant rien qu'avec support résistance et j'en apprends encore, merci beaucoup. Du coup, maintenant, on va un petit peu au niveau 2, ça c'est vraiment la base, mais mine de rien, je pensais vraiment que c'était la base et que c'était un truc tout simpliste. Et je vois beaucoup de gros traders qui me disent non, non, rien qu'avec ton support et ta résistance, si tu réfléchis un petit peu et si tu en as bouffé et que tu en as vu des courbes, ben, tu arrives à comprendre beaucoup de choses. Parce que mine de rien, ça raconte l'histoire du trading et des investisseurs. C'est l'histoire de la spéculation sur le Bitcoin, ce qu'on regarde là finalement. C'est parti du coup pour cette partie 2 où on aborde les indicateurs et on commence par le RSI. Donc si je dis pas de bêtises, les indicateurs sont là-haut et Relative Strange Index, c'est celui-là? Ouais, tu peux taper directement RSI hein, dans la recherche. Ok. D'ailleurs, il y en a un qu'on n'a pas mis de base tout à l'heure, mais qui peut être intéressant, c'est volume aussi. Si tu peux le mettre, et Ok. j'expliquerai rapidement pourquoi. Le premier? Enfin le Tu volume tout tapes simple? volume, ouais, volume tout simple, ouais. Ok, donc ça le rajoute en bas. Ok, alors vas-y, je te laisse. Donc en fait, les volumes, ça va être la retranscription, là aussi, des achats et des ventes, mais sur un histogramme. Donc en fait, quand vous avez votre bougie en chandelier japonais en haut, ça vous dit si ça a été acheteur ou vendeur, tout simplement. Mais on veut aussi savoir quelle a été la puissance d'une bougie, quelle a été la conviction du marché. Et quand on voit, par exemple, un gros mouvement avec une énorme bougie rouge qui est cumulée avec un volume aussi très important en bas, donc typiquement, on le voit là, on a un énorme spike vendeur, bah, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a eu une énorme décharge du marché. Ok, Dans l'opposé complet, quand on a un pump, tu peux décaler ton curseur complètement sur la gauche, là où on a une grosse bougie verte un peu plus grosse que les autres. ok. Ça veut dire qu'à ce moment-là précis, juste celle-là, voilà, on a eu au moment de Elon Musk un énorme volume acheteur, ce coup-ci, qui est rentré. Et ça peut doublement vous aider à valider tout simplement le fait que ça soit vraiment suivi derrière et que ça ne soit pas une fausse sortie. Très très clair, super. On avance, du coup on a mis les volumes et maintenant on passe sur du RSI. Indicateur, on rajoute RSI. Je prends le premier. Il s'est rajouté en bas. Je le diminue un petit peu, je présume, parce qu'à la fin on va plus savoir quoi regarder. Ouais, Non. ouais, bah Dans un tu peux premier temps, je vais l'augmenter volontairement, tiens. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Donc il est à Je 70-30, 70 en haut, 30 en bas. Je le laisse comme ça ou je le reconfigure? Non, ça on va le laisser, on va rester dans la configuration basique. Tu peux le descroller un peu en allant sur la droite, voilà, ici, complètement sur la droite pour qu'il soit un peu plus aplati, juste. Comme ça?
Ouais, mais en fait, à l'endroit où tu as marqué Pardon, 50, 60, 30, de lui-même le dézoomer légèrement. je comprends pas. En fait, Attention, là, c'est le moment où c'est pas ta compétence. Là, c'est ta compétence de professeur et pas du tout ta connaissance de ouais, training. mais en plus, il va falloir changer la couleur aussi. Ah, génial. Donc, Super, on est parti. tu vas là où il y a l'échelle, en fait, à ta droite, complètement à la Ok. droite de l'écran. Là où il y a 20, 30, Ok, 40. je l'ai. C'est ça? Voilà, c'est ça. Là, tu vas double-cliquer sur la droite violette Double-cliquer sur la droite violette. Ok. et C'est tu vas style. me le passer dans style en orange. Tac. Ok. Ah ouais, on le voit beaucoup mieux. Tu mets en orange et en bas, tu peux. Ouais, non, c'est bon, ça, on le Ouais, voit c'est. déjà, Ok. mais tu peux renforcer la couleur du orange aussi. Enfin bref, ça, Donc c'est là, pas si je très comprends bien, important. c'est qu'une question de visibilité. Chacun doit être à l'aise avec Oui, sa courbe. exactement. Ok. Ce qui fait que sur un fond noir, bien évidemment, vous n'allez pas garder une courbe violette sur violet, quoi, tout simplement. Du coup, je fais le mec chiant et pourquoi longueur 14? Pourquoi 70-30? Et en une phrase, pourquoi est-ce qu'on le modifie pas? Alors, tu peux le modifier, bien Ok. évidemment, mais 14 périodes, c'est ce qui a été retenu de base, puisque ça permet de te faire une quinzaine quand tu es en journalier, et Ok. c'est ce qui est le plus pertinent à ce jour. Tu peux le régler aussi en 21 périodes, et moi, je le règle très souvent désormais en 30 périodes. Pourquoi 30 périodes? Parce que ça me permet de casser littéralement le bruit, mais là, on rentre déjà dans un truc qui est un peu plus utilisateur avancé. Ok, Donc, alors ouais, juste pour traduire un petit peu, casser le bruit, ça veut dire garder que la bonne information, parce que plus le terme est petit, donc plus on parle de 3-4 jours, plus tu as des informations qui peuvent ne rien vouloir dire. Alors que quand c'est sur 30 jours ou sur 60 jours, ce sont des vraies indications et des vrais mouvements, c'est ça? c'est ça, exactement. Ok. Ça évite d'avoir de faux signaux, tout Voilà, simplement. d'accord, ok. Ok, bah écoute, on va rester comme ça. Et du coup, alors là, je te dis ce que j'en sais et tu viens me compléter ou au contraire me corriger si je dis une bêtise. Pour moi, c'est des zones de surrachat et de survente. En gros, quand on passe beaucoup trop, et du coup, bah, un bull run, on est très souvent au-dessus de ce 70, c'est qu'on est dans des moments où ça achète beaucoup, et je présume que plus on s'éloigne de la zone violette, c'est-à-dire ce point-là, l'indicateur qui est censé donner, c'est dire voilà, on était dans un mouvement qui était très violemment et très anormalement fort à la hausse, naturellement, on va venir corriger et on va se retrouver à un moment entre notre 70-30 et donc naturellement ici, ça avait prédit, on peut le dire, hein, pour le coup, ça avait prédit le fait qu'on allait naturellement repartir à la baisse. C'est exactement ça. Donc le RSI est un indicateur qui est borné entre 0 et 100, comme tu l'as très bien dit, et il a une zone de vie médiane entre 30 et 70. Quand on est sous les 30, c'est qu'on est survendu, c'est que le marché est allé beaucoup trop bas, toujours par rapport à cette courbe qui est tracée en 14 périodes. D'accord. Quand on est au-dessus des 70, on est en surachat. Attention, warning, zone de surchauffe, le marché risque de retracer. Ok. Donc ouais, ça c'est à garder et encore une fois, ça sert à valider ou invalider sa prise de position quand on décide de rentrer ou de sortir. Exactement. Alors, Donc là, c'est une lecture tout à fait basique, puisque bien évidemment, pour un utilisateur un peu plus avancé, de même qu'on peut étudier littéralement les chandeliers japonais et les figures que retranscrivent les chandeliers japonais. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très technique, mais qui peut valoir le coup pour ceux qui veulent aller plus loin. On peut aussi voir des figures comme des divergences, etc., du côté du d'accord. RSI. Et une fois de plus, on rentre dans un utilisateur beaucoup plus avancé. Je corrige un petit truc, une petite bêtise que j'ai dit. J'ai dit que ça prédisait, mais pas du tout, encore une fois. Parce que du coup, ça peut partir beaucoup plus fort et ça va remettre à l'échelle. Il y a un utilisateur qui l'a repris, c'est vrai. Aucun indicateur ne prédit l'avenir. C'est juste que ça permet du coup de valider sa position. Si on trouve ici qu'on est dans une accélération du marché et qu'on est bien au-dessus du RSI, eh bien, ça peut nous faire comprendre que la tendance aurait à revenir entre ces limites de 70-30. Encore une fois, je présume que le moment où Tesla avait pris 40% au-dessus du cours, je présume que le RSI devait dire qu'on était en zone de surachat, ou du moins qu'il y avait une demande particulièrement haute. Et malgré tout, le cours a encore fait x2 derrière. Donc ça veut absolument pas dire, et tu me coupes si je dis une bêtise, que ça va rebaisser. On est d'accord? Ouais, exactement. Tu fais bien de préciser, c'est que on ne peut jamais faire de prévision, de prédiction. On n'est pas des Nostradamus. L'analyse technique, c'est pas savoir exactement ce qui va se passer demain, sinon on serait tous milliardaires et voilà, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Donc c'est vraiment Tu l'es l'analyse pas, technique. toi? Non, je plaisante.
Ouais, bah, pas encore, pas encore, hein, c'est on y travaille doucement mais sûrement. Heu, mais du coup, ouais, on est, sur un indicateur qui va vous donner, c'est vrai, cette force, qui va vous donner le moment, on va dire l'échelle de temps dans laquelle ça peut commencer à se corser, à la fois à l'achat, à la fois à la vente, et le tout cumulé au fait que si vous savez que ça fait des semaines, voire des mois que ça n'a pas arrêté de monter, vous savez que tôt ou tard, les marchés ne sont pas unidirectionnels. Ils vont pas juste monter et juste descendre. Ouais. Si ça part trop fort dans un sens, ça finira tôt ou tard par partir un peu souvent trop fort aussi dans l'autre sens. Ok, très clair. Vous êtes 4100 à nous regarder. Il est 19h06 et on passe à l'indicateur suivant. Un indicateur qu'on va faire rapidement. Bah, on peut faire moyenne mobile et Bollinger en même temps si tu veux, hein. C'est parti. Alors, Bollinger Band, c'est Je crois qu'il va te celle-là. falloir enlever un indicateur peut-être parce que comme tu es en TradingView gratuit, tu pourras peut-être pas mettre plus de 3 indicateurs en simultané par contre. Ok. Bah écoute, on va voir si ça bloque. Ouais, Bollinger Band. Et je rajoute... sauf si ça ne marche pas, évidemment. Ouais, on va dégager les volumes, d'accord? ouais. J'enlève les volumes. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu faire une photo à la fin d'un truc bien hardcore, bien complexe, et ça aurait été ma miniature, tu vois. On vous explique tout. Ok, alors, Bollinger, il est là. On dégage les volumes, et on rajoute... Combien ça coûte, la version premium de... Bonne question. La version pro, la première, on doit être à 80 ou 100, peut-être 120 $ par an, je sais plus Ok, du c'est tout. raisonnable. Ouais, ça fait un 8 euros par mois ou 7 euros par mois. C'est pas. J'avais peur que tu me dises, ouais, c'est des licences à 20 000 balles. Et là. Ok, Oui, non, 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 indicateur. non, non, on est clairement accessible, c'est accessible. Tu m'as dit moyenne mobile, c'est C'est MA? moving average Moving average. MA, moyenne mobile. Je pense que tu Ouais, l'as en je l'ai en français. français en plus. Parfait. Ok, donc, alors là, je veux juste être sûr. Je vais en cacher un. Voilà. Celle que je fais apparaître là et que vous voyez clignoter, c'est justement la moyenne mobile. Et je garde le tout. Donc les Bollinger Band, je fais volontairement disparaître et réapparaître le truc pour que tout le monde le voit. Ok. Donc je t'écoute. Donc, L'exposé de donc, Cryptomatrix maintenant. les bandes de Bollinger ou Bollinger, si on dit en bon franchouillard, te donnent aussi cette indication en fait quand tu es trop haut par rapport à une borne et trop bas par rapport à celle-ci. Donc l'intéressant pour un débutant, c'est qu'on va avoir la retranscription visuelle. Par exemple, à l'époque, quand on a eu l'espèce de gros dip, donc c'était le 25 janvier, le premier, là où ça a vraiment touché le très bas, ben, on voit que par 2 fois, ça a littéralement sauvé les bougies. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Et en fait, les bandes de Bollinger, elles vont avoir cette propension à s'écarter littéralement quand le cours dévisse soit à la hausse, soit à la baisse. Donc dévisse, c'est plutôt à la baisse et quand il monte aussi très furieusement. Et au moment où on va avoir les bandes qui se resserrent, qui vont s'aplatir exactement comme les 2 dernières bougies qu'on est en train de vivre ce 26 et 27 mars, bah, D'accord. tu sais que la volatilité s'est réduite en fait et qu'on est sur la préparation d'un mouvement beaucoup plus explosif. La D'accord. bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a touché ces 2 derniers jours la borne du bas des bandes de Bollinger. Ok. Donc là, on peut raisonnablement estimer qu'on va repartir à la hausse. Ok. Alors, si. En fait, ce que j'ai l'impression quand je dézoome, c'est que les deux. La tendance que j'ai dessinée en violet au début, les Ouais. bandes de Bollinger, c'est un peu. Bon, il y a un peu plus d'informations qu'une simple tendance, mais c'est une tendance adaptative. Ouais, c'est ça. En fait, ça te démontre aussi, à la forme un peu d'un nuage d'Ishimoku, on y viendra juste tout à l'heure, la volatilité du marché quand les bandes sont extrêmement ouvertes, c'est qu'il y a eu beaucoup de volatilité. Ok. Quand elles sont en train de se resserrer, c'est qu'on est en train d'aplatir littéralement et que derrière, ça va sortir à la hausse ou à la baisse. Et donc je présume, et là enfin on va sur une notion qu'on n'abordera peut-être pas, mais dans un triangle de compression, plus tu te rapproches du bout, plus les bandes de Bollinger sont petites, et plus à un moment va y avoir une prise de décision du marché général sur une Ah tendance ben, haussière ou baissière. ouais, totalement. C'est le moment où tu sais que dans les prochains jours, les prochaines heures, ça va péter. Typiquement, comme on a eu précédemment, tu vois, là où c'est le plus bas possible, complètement à plat, tu as vu à quel point elles sont resserrées autour Ouais, du cours. Il c'est un ne se truc de passe fou. strictement plus rien. Ok, et là on a un bon exemple par exemple du fait qu'on sort des bandes de Bollinger, Bollinger,
tout de suite, on est en zone de surachat, mais là, d'un coup, ça dilate très clairement les bandes et on va partir sur une grosse tendance haussière. C'est ça. Et donc Et tu ici, vois l'explosion littéralement de la bande qui pourtant en bas s'est ouverte complètement et on a les bougies qui suivent tout le haut et qui continuent de venir pendant très longtemps suivre le haut de ces bandes. ok. Mais ça doit être un bon moyen de s'entraîner, ça, quand on est débutant, de se bloquer à une unité de temps. Tu vois, on voit pas au-dessus et on avance un petit peu temporellement et on essaye de... Tu vois ce que je veux dire? On essaye de se faire un pari soi-même sur son analyse et sur ses indicateurs de ce que le marché aurait pu faire. Tu connais des Ouais, outils qui clairement. permettent de tester comme ça, sans prendre de risque, de l'argent fictif? C'est possible sur Binance, ça, ou pas? Normalement, tous les, que je dise pas de bêtises, les échangeurs qui font du levier ont un testnet. C'est-à-dire que tu peux essayer sans mettre ton argent. Par contre, les trucs comme Binance normal, non levier, Coinbase ou Kraken, je ne sais pas du tout s'ils ont un testnet, je pense pas. Ok, très clair. Hop. On avance et du coup, bon, la moyenne mobile maintenant, je cache volontairement les bandes de Bollinger, histoire qu'il n'y en ait pas trop. La moyenne Yes. mobile, Donc la moyenne mobile, je t'invite à double-cliquer dessus et à la mettre aussi dans une autre couleur un peu plus flashy. euh, Et on va non, en plus là. Bah, du mets jaune. en bas, en fait, mets juste le trait un peu plus épais. Tout en bas, tu peux régler l'épaisseur du Oh trait. oui, d'accord. Voilà, là, c'est très clair. Elle est en jaune, là, on est Voilà. parti. La Et tu vas visibilité est le très bonne. régler dans paramètres en entrée, c'est-à-dire le premier menu. Non, tu y étais. Ok. Reclique dessus. Tu vas la régler en 20 périodes, par exemple. Donc au lieu Alors, de pourquoi 9, par exemple? Parce que là, tu vois, c'est quelque chose que je ne comprends pas et je suis curieux de savoir pourquoi. eh ben, en fait, 20 périodes quand on est en journalier, ça représente quasiment 3 semaines. Ouais. Et c'est une moyenne mobile qui va te donner beaucoup d'indications sur le fait que quand on est au-dessus sur une période de 3 semaines, ça veut dire que le cours est résolument haussier. Tu vois que la plupart du temps, dans une tendance haussière, ben, on est très largement au-dessus. Là, actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On l'a cassé à la baisse, on est en train de le retester par en dessous. Donc, ça veut potentiellement dire qu'on va échouer sur la zone sur laquelle nous nous trouvons. Par contre, si on repasse au-dessus de cette moyenne mobile 20 jours, ça veut aussi dire que voilà, on a enfin notre bottom et que le marché est reparti. Le bottom, pour ceux qui ne savent pas dans le chat, c'est le point bas de marché. Ok. Donc, en fait, les indicateurs sont très souvent, du coup, c'est des reflets différents et des interprétations différentes de tout ce qui va être support et résistance. En fait, ça te donne toujours une information sur, par rapport à une moyenne de ce qui s'est passé sur 30 ou 60 jours, là, c'est anormalement trop bas ou anormalement trop haut, mais ça ne fait que... Ouais, d'accord, c'est une analyse, ça donne un espèce de récapitulatif de la différence du marché entre ce qu'il est en train de vivre maintenant et ce qu'il a vécu sur des périodes de temps que tu as toi-même prédéfinies. Exactement. Et maintenant, je t'invite à le passer en 50 au lieu de 20. Et tu vas ça va voir être une que droite, non? Et non, tu vas voir que c'est là où on s'est arrêté récemment. C'est grâce à la moyenne mobile 50, enfin pas grâce, mais voilà. Oh, Ça mais a attends, été... c'est presque une validation de mon support, Oui, ça. ouais, mais regarde à quel point c'est de l'or en barre la moyenne mobile 50. Elle drive littéralement cette trend haussière. Donc on peut carrément, au lieu de mettre sa tendance comme je l'ai mis, tu mets ta moyenne mobile en 50 et ça te donne, ouais. Et le jour où on va vraiment la briser et aller bien en dessous, là on peut dire qu'il y a un changement de paradigme et qu'on va peut-être s'orienter vers une nouvelle tendance soit baissière, soit une tendance haussière moins forte que celle qu'on a connue. Exactement. Après, si jamais on la casse à la baisse, cette moyenne mobile 50, tout n'est pas perdu, mais ça sera un signal relativement fort qu'on a un petit changement à court terme sur ce qui était en train de se passer. C'est pour ça que l'autre fois, autour de 50, 51 000 dollars, on était tous à prier un peu en mode ça passe ou ça casse, quoi. Ok, bah écoute, c'est très... bon, je la remets du coup, parce que là du coup elle nous donne... Là elle est bien, elle nous donne quelque chose d'intéressant, c'est un bon travail de fond, mais je présume qu'en 50, elle te donne pas beaucoup d'informations sur ta semaine, quoi. C'est un truc Oui, à regarder, mais c'est le truc à regarder du long terme. En gros, si on descend en dessous, on peut se poser des bonnes questions et on doit refaire son analyse, mais on a besoin d'un peu plus de bruit si on veut zoomer sur la semaine, du coup. oui, c'est ça. Ben, Ok. là, depuis tout à l'heure, de toute façon, on est resté en journalier sur les Ouais. chandeliers, mais après, on peut faire des analyses en hebdomadaire, en mensuel, en 4 heures, en 1 heure.
Sachant que plus vous descendez dans les time frames inférieurs, c'est-à-dire 1 heure et 4 heures, par exemple, c'est une échelle de temps qui est plus petite que journalier. Normal, vous allez me dire, voilà, c'est logique. Mais aussi, on a plus de bruit quand on regarde en 1 heure et en 4 heures. Si toute la journée vous regardez en 1 heure, vous allez devenir complètement fou. Et est-ce que ça veut dire aussi que quand on pète en mensuel ou en annuel une résistance, c'est un mouvement bien plus fort que quand on pète une résistance sur un truc journalier du coup? Tout à fait, tout à fait. Les échelles de temps sont d'autant plus fortes qu'elles sont grandes. Donc 1 heure, c'est le strict minimum à mon sens. Après, il y a ceux qui font 1 minute, 5 minutes, un quart d'heure pour du scalping, c'est le terme technique, mais ça va être des personnes qui prennent des positions très très courtes, très court terme. Mais pour le commun des mortels, les personnes qui s'y intéressent un peu sans vouloir y passer leur journée, du journalier, de l'hebdo, voire du mensuel. Et plus la tendance est renforcée sur une échelle de temps haute, plus elle est forte effectivement. D'accord. Ok, bon bah écoute, je te propose d'avancer et d'aller sur Fibo. Qu'est-ce que c'est là en une ligne, espace de travail, financière, des Eh bien, comparaisons? tu vois, ça va pas être dans l'indicateur, justement, le retracement de Fibo. Ça va se passer sur la gauche de ton écran, là où tu as tous les, Ok, c'est comment dire, ici. tous les outils. Ok, je crois Donc, que c'est ça. non, ouais, c'est dans ce menu et tu vas avoir retracement de Fibonacci. Et Fibonacci, tous ces retracements-là tournent autour du nombre d'or, si je dis pas de bêtises. Exactement. En fait, c'est des maths pures. Donc, désolé pour le chat, mais je suis pas un grand mathématicien. Je vais pas vous citer la suite de Fibonacci. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne plutôt pas mal, effectivement, sur les retracements et les nombres qui sont donnés. Ok, alors c'est parti. Là, qu'est-ce que je fais? Retracement de Fibonacci et Bah, tu cliques dessus. c'est bon, c'est fait. Par contre, je sais qu'il faut prendre un point de départ et là, je m'en remets totalement à tes conseils. C'est là que sans avoir la main, je peux te dire que ça va être sport. Ok, c'est bon, parce que Maxime m'avait parlé, mais il y a des ratios, il y a un 74-4, un 32-28, des chiffres bien compliqués. Et moi, j'étais là en mode, oui, je vois tout à fait de quoi tu parles. Ça, je connais vraiment pas. Bah, en fait, déjà, on va essayer d'aller prendre tout simplement là où on était autour des 42 000 de tout à l'heure, là où il y a un espèce de pic. Tu vas revenir 42 à... 000 ici. Voilà. C'est là. Donc, tu peux prendre par exemple le point haut des 42 000 avec, en cliquant de nouveau sur ton truc de Ok, je Fibonacci. le prends ici. Non, c'est pas là que je voulais dire. Donc, ça doit être un peu moins haut. Ça doit être précédemment. En Quand on fait, a avant... brisé, juste quand on a brisé la résistance. Ouais, mais si tu veux, il te faut un peu revenir sur la gauche pour essayer de choper ton point haut. Un peu plus à gauche. Ok, tu me dis stop. Ah, il est ici. Ok. Celui-là? Voilà, c'est ça, exactement. Ouf. Sinon, ça allait devenir gênant, mon ami. Ok, on est bon. On a le point, les gars. On est bon. Donc, en fait, tu vas cliquer ton premier point là-dessus et tu vas aller chercher le point le plus bas, non loin de la droite jaune, de la fameuse moyenne mobile. Ok, la moyenne mobile, le point le plus bas ici. Euh, Alors attends, là, tu me parles abscisse ou ordonnée? C'est-à-dire que je me euh, déplace vers la droite ou je monte? non, vers le bas. Il te faut te déplacer vers le Ok, bas. d'accord. Là où il y a les petites bougies. De cette Voilà. façon, du coup. Voilà, c'est ça. Et donc là, par exemple, déjà, tu as des indications lorsqu'on a eu finalement le retracement qui te montrent juste à droite, ce coup-ci, des chiffres. Tu vois qu'il y a des chiffres qui Ouais, se sont affichés. je vois ça. Mais ouais, d'accord. Tous les chiffres des différentes couleurs. Je le place jusqu'à quel point en fait? Comment je sais que je l'ai lâché au bon endroit ou j'ai été trop bas ou... En fait, ça va dépendre de l'endroit que tu veux analyser et dans quel sens. Par exemple, si tu veux analyser un retracement ou si plutôt tu veux par la suite te faire une projection, c'est-à-dire pour viser des prix qui ne sont pas encore atteints, par exemple. Alors Et faisons un sans vouloir... retracement. Un retracement, du coup, c'est quand, si je comprends bien, Fibonacci, ça te donne des niveaux qui vont aller être travaillés. Donc quand la courbe descend, un petit peu tout comme, comme des supports en fait. Les supports les plus travaillés, etc. Mais du coup, là, je pourrais mettre un minimum sur le point le plus bas qu'il y a après. Et donc, ce serait comme ça, c'est correct? Bah là, il te faut choper la bougie la plus basse, comme je te disais, juste en dessous, juste au-dessus, pardon, de la moyenne mobile jaune. Donc, Donc, c'est-à-dire la celui-là. petite bougie Ouais. qui est au-dessus du 14 ou du 15 janvier. Je pensais l'avoir bien mis là. 14-15 janvier. Le 14-15 janvier, c'est... Ah d'accord, ici? On se met comme ça?
Attends, je regarde. Encore plus bas. Attends, c'est juste que j'y vois pas en fait. Ouais, ah oui, c'est vrai que tu n'as aucune visibilité sur ça. Attends, je vais zoomer un Donc peu ça doit dessus. être un peu plus loin. C'est les bougies suivantes avec la plus grosse bougie rouge. Ok, d'accord. Donc là, j'irai là. Et là, je vais au point le plus bas, au point le plus bas de ma bougie verte, en fait. Donc ce serait ici. Hop. Ah là, c'est dur, hein. Là, je Ouais, t'imagine, t'es flou. Je vois tes yeux froncés. Je ne sais pas à quoi ressemble ton visage, mais je sais exactement ce que tu non, fais. je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon là. Le truc, c'est que du coup, là, on a eu cette énorme baisse et on sait finalement qu'elle s'est arrêtée là où tu as mis ton point bas. Et en fait, derrière, ça nous permet de mesurer quel va être le pourcentage de retracement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, au niveau des nombres que nous donne Fibonacci, on a le 0,236, on a le 0,382, on a que je dis pas de bêtises, le 0,5. Parce que là, tu vois, c'est pas les chiffres que j'ai. Moi, j'ai un 0,78, 0,61, 0 tout court, le 0,27 et le 0,61. Et par exemple, ce que me disait mon collègue Maxime, c'est dès que, enfin, ça marche très souvent en crypto, dès qu'on va aller taper et qu'on va changer de tendance, généralement, on va aller rebondir sur le 0,61 par exemple. C'est ça qu'il me disait. C'est ça. La plupart du temps, en fait, quand on a des gros retracements, ça vient souvent sur le 0,618 au niveau du retracement. Ok. Et c'est vraiment le nombre d'or qu'on a très, très souvent constaté sur le marché crypto. C'est le Fibonacci 0,618 qui est très, très important. Il y a un autre Fibo qu'il faut retenir en bull run, c'est le 0,382. C'est-à-dire, c'est dans la première fourchette, le premier arrêt, où là, on va souvent avoir le cours qui va s'arrêter à 0,382. Si on commence à s'enfoncer 0,5, 0,6, 0,7, ça veut dire que là, vraiment, la tendance est malmenée. Ok. Bah écoute, ce qui peut être sympa, parce que là c'est vrai que sur du réglage, c'est à vol d'oiseau avec le flou que tu as, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu en as quelques-uns ou est-ce que tu pourrais nous faire pour après le live par exemple, un exemple sur ton Twitter d'un Fibo qui a bien été posé, qui a bien été configuré du coup, et un petit commentaire pour dire qu'on peut constater par exemple que ça rebondit plusieurs fois sur l'une de ces valeurs. Ouais, bien sûr, pas de souci. Bah écoute, super, comme ça, je pense que ce sera plus imagé qu'essayer de bidouiller un truc. Ça, il faut que j'arrive à le configurer une bonne fois proprement. Et quitte à donner l'exemple, autant ne pas donner de mauvais exemples et te laisser toi faire une publication intelligente sur Twitter. Yes. Après, là, c'est vraiment le Fibo, le truc le plus compliqué pour essayer de l'expliquer à quelqu'un en prise en main à distance. C'est vraiment le Ouais. plus dur, voire mission impossible. Donc, c'est normal qu'on soit un Eh ben peu écoute, c'est en pour galère l'instant le sur ça. seul, de tous les indicateurs qu'on a vus, c'est le seul que je n'ai jamais posé sur une courbe, ou alors avec succès, quoi. Globalement, j'avais déjà essayé d'utiliser cet outil-là, et je n'ai... écoute, je vais suivre ton tweet après ce live avec impatience. Ok, bon bah écoute, je pense que pour du technique, c'est déjà pas mal. Si tous les débutants avaient cette base, je pense que ce serait déjà une bonne petite lecture, et ça permet d'avoir des signaux. Je le rappelle, ne pas considérer parce que deux courbes se croisent et que vous l'avez vu dans un tutoriel YouTube que quelque chose va monter ou descendre. Ce n'est pas aussi simple malheureusement. Rappelons que la majorité, pour ne pas dire 90%, je crois, des traders perdent en général. Et même si Ouais. dans un bull run et en crypto, 90% des gens gagnent, ce ne sont pas des traders, ce sont des chanceux. Tout comme les gens qui me disent ouais, acheter du Bitcoin sur une échelle de 2 ou 3 jours, pour moi c'est toujours du random. Ça commence à prendre son sens sur du très long terme Bitcoin, surtout pour un débutant. Rappelons que personne n'a jamais perdu, du moins c'est vrai au moment où je le dis, hein, le 27 mars 2021, personne n'a jamais perdu d'argent en détenant du Bitcoin plus de 3 ans. Par contre, sur du court terme, sur 2 mois, on peut voir le prix du Bitcoin divisé par 2. Des Black Swan qui n'étaient pas censés affecter le Bitcoin, comme la crise Covid, l'ont affecté parce qu'il y a eu un mouvement de panique. C'est un marché qui est très humain, c'est un marché qui est très porté par le FUD et par le FOMO. Donc la peur de rater le train, mais également le mauvais mood qui est tiré par certaines critiques et par une... En gros, quand il y a un mood baissier, hein, c'est quoi la définition exacte du FUD? Le FUD, anglais, c'est Fear Uncertainty, je sais pas trop ouais, quoi. c'est Je pourrais pas undoubted, te le c'est dire en ça. anglais. La peur, l'incertitude et le doute. Ouais, Tu c'est m'as ça. sauvé. Donc c'est Et ça. en fait, c'est vraiment un truc qui arrive très régulièrement, que ça soit volontaire ou non, et qui, une fois de plus, est de la psychologie de base. En fait, quand tout le monde a peur, tu auras souvent une chambre d'écho de news négatives qui va se faire et qui va encourager le sentiment bearish, c'est-à-dire baissier tout simplement. Ok.
Bah écoute, déjà, merci beaucoup. Ça va me permettre de donner des bases et je n'étais pas capable de donner avec autant de détails ces bases-là. C'est quelque chose de très simple. Je pense qu'on peut également se pencher dessus pour mieux comprendre. Et puis après, plus on regarde des courbes, plus on se trompe alors qu'on avait fait une analyse, plus on essaye de comprendre pourquoi. Et je présume qu'il y a même des traders qui doivent regarder des sessions dans le passé. Ça t'arrive souvent de travailler le passé et de regarder ce qui s'est passé à tel moment, alors que les indicateurs donnaient tout au vert, d'avoir eu une surprise sur un marché financier particulier, et que même si tout annonçait une hausse et semblait partir dans cette direction, qu'il y a eu d'un coup un changement d'indicateur et un changement de tendance? Ben, on a pu le constater justement au moment du crack Covid, mars 2020. Un signe noir totalement Ouais. imprévisible. Et derrière, on s'est fait complètement éclater. Et d'ailleurs, d'un point de vue de la figure J'adore chartiste, comment il parle. On voit qu'il était au front, tu vois. On ah s'est fait ouais, défoncer. On était là, nous. en fait, les changements de tendance, de par leur essence même, c'est parfois tu as quelques signaux avant-coureurs, mais souvent c'est assez surprenant et assez violent quand même, et d'autant plus sur le marché crypto qui est très volatile. C'est pour ça qu'on recommande souvent aux gens, et c'est pareil, c'est pas un conseil en investissement, c'est du bon sens. Quand vous êtes vraiment dans le vert, je vois des gens me dire j'ai fait 300, 600% en quelques semaines, quelques mois. Payez-vous, prenez des profits par pitié, parce que sinon, le jour où ça se retourne, vous allez littéralement quasiment tout perdre. Et ça, c'est une certitude. Pour rebondir sur une phrase que je t'avais vu tweeter et que je réutilise souvent, pensez à vous payer parce que le marché, lui, il le fera. Ouais, Ok, c'est exactement ça. ok, bah écoute, super. Merci beaucoup pour cette explication. Un plaisir de taffer de plus en plus avec toi. On en parlera peut-être plus en profondeur dans un prochain live, mais c'est vrai qu'on collabore de plus en plus. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez tout de suite et sans modération aller consommer son contenu. Tu as pris à peu près 200 abonnés depuis le début. J'espère que vraiment que si on pousse quelque chose sur YouTube, ça invitera les gens à te suivre et à regarder encore plus d'analyses et comprendre un petit peu mieux les courbes. Mes abonnés, vous allez là-bas, vous prenez de la documentation, vous formez et vous revenez, vous me donnez tout. Toute l'information, vous me donnez tout. Comme ça, on avance encore plus vite. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré, Cryptomatrix. Et puis, ben, on se retrouve à très bientôt sur ton live, sur ta chaîne, sur ma chaîne ou sur mon live. Et pourquoi pas un épisode 2 où on rentre un peu plus en profondeur. Je ne t'entends plus. Yes, bah Ah, merci parfait. à toi pour l'invite, c'était un plaisir et c'était top pour le coup de pouvoir pousser tout ça ensemble et j'espère qu'on en fera bien d'autres évidemment, que ça soit chez toi ou chez moi. Merci à toi et ben du coup bonne soirée à tous, hein. Un plaisir, merci beaucoup pour ton temps. Au revoir tout le monde, une bonne soirée. Et puis on va passer la petite musique maintenant pour annoncer la fin de ce live. On se retrouve à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur ce Twitch. N'oubliez pas de vous abonner, c'est un plaisir. J'ai appris beaucoup de choses, j'espère que ça vous a plu. Et, eh bien, écoutez, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde, merci à vous.